En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Alors, la mission première de Radio Courtoisie, déjà, c'est la défense des valeurs traditionnelles, de la vérité et de la liberté d'expression la plus absolue dans le respect de la loi. Et nous avons pour principe, comme devise, de réinformer. Alors, la réinformation, c'est un mot qui est passé dans le langage commun aujourd'hui, mais il a été forgé à Radio Courtoisie. La réinformation, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas de la désinformation à l'envers, c'est le contraire de la désinformation. C'est-à-dire qu'on donne des faits vrais, et ensuite, on donne une interprétation qui, elle, est libre, mais, encore une fois, l'exigence, c'est la vérité. Alors, si vous aussi, vous appréciez qu'on essaye de vous proposer autre chose que le robinet d'eau tiède des médias habituels... Oula, c'est tiède. Si vous appréciez qu'on essaye d'approcher avec vous de la vérité, eh bien, participez à notre marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie. Bonjour Maud Koffer, bonjour à tous chers auditeurs. Dans la nuit de samedi à dimanche, la Syrie de Bachar el-Assad a chuté aux mains des islamistes. De la région d'Idlib à Alep, Hama, Homs et désormais Damas et la zone côtière avec Latakia et Tartous. Il aura suffi d'une offensive éclair de 10 petits jours aux combattants islamistes pour renverser le gouvernement et prendre le contrôle du pays. Quels enjeux pour le Levant et les minorités alaouites, chrétiennes et kurdes ? Quelles conséquences pour l'Europe ? Peut-on encore attendre quelque chose de l'Iran et de la Russie ? C'est le sujet de notre grand entretien avec deux experts du terrain. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Marie. Vous êtes le directeur de la rédaction Omerta et reporter de guerre. Et puis on accueille évidemment Benjamin Blanchard qui est directeur général de l'association SOS Chrétiens d'Orient et patron d'émission sur Radio Courtoisie. Bonjour Benjamin. Bonjour Marie. Bon, merci à tous les deux d'être avec nous ce matin pour mieux comprendre évidemment tous les enjeux actuels en Syrie. Alors une première réaction puisque on a vu les images circuler du palais présidentiel pillé, des foules en liesse au cri d'Allahu Akbar. On a appris par des sources russes que Bachar el-Assad s'est réfugié à Moscou. D'abord, Benjamin Blanchard, c'est un événement que vous redoutiez ? Je ne sais pas si nous le redoutions. En tout cas, c'était quelque chose qui n'était pas tellement envisagé. Je sais pas pour Régis Le Sommier, mais nous, dans ce que nous craignions, c'était pas en top des priorités. Je dois dire, on craignait plus un attentat à la bombe, un bombardement israélien, un enlèvement, etc. Mais un effondrement rapide et complet du régime, c'était pas tellement dans les risques principaux que nous envisagions. Ceci dit, c'est vrai que nous voyions la situation se dégrader. J'étais encore en Syrie il y a un mois et j'étais revenu quand même accablé par la situation dramatique du pays. Et l'état de décrépitude de la société et même des institutions, parce que j'avais eu un entretien avec une amie, une ancienne collaboratrice qui est ministre et qui... Ça me laissait pas, quand je voyais l'immobilisme, en fait, ça me laissait pas espérer grand-chose. On parlait de vide sidéral du gouvernement ces derniers mois. Je sais plus qui en a parlé. Il me semble que c'est un homme d'affaires alepin qui a mis ça sur les réseaux sociaux, qu'il y avait plus que le vide. Et c'était un peu l'impression que j'avais. Donc pas si inédit finalement. Régis Le Sommier, votre retour là-dessus ? Moi, je dirais que la Syrie, en fait, on s'était un petit peu habitué depuis 8 ans, après notamment la chute d'Alep et on va dire, c'est essentiellement la chute d'Alep. Bon, après, il y a eu encore quelques combats, mais la Syrie était devenue ce que j'appellerais un véritable trou noir médiatique. C'est-à-dire qu'après avoir intensément fait la une de l'actualité pendant plusieurs années où on suivait les batailles, nous-mêmes les couvrions, mais on était envoyés par nos journaux. À l'époque, je travaillais pour Paris Match, j'ai dû faire une dizaine de reportages en Syrie. Et puis, tout à coup, après, en gros, la reconquête d'Alep, on va dire, il y a eu la Routa aussi l'année suivante, qui était un peu les derniers soubresauts de l'insurrection, enfin des rebelles djihadistes syriens.
qui quittaient une à une leurs enclaves, précisément pour rejoindre, puisque les accords qu'ils avaient avec le gouvernement syrien, c'était de rejoindre par bus la zone d'Idlib, zone de laquelle est partie évidemment cette offensive. Et en gros, les Russes et les Syriens les avaient un petit peu tous regroupés là-bas, avec différentes étiquettes, différents groupes, mais on a mis un peu le couvercle là-dessus après, médiatiquement. On s'en est pas occupé vraiment. L'actualité est venue parfois se réveiller avec, par exemple, à l'occasion des tremblements de terre qu'il y a eu en Syrie, enfin du tremblement de terre qu'il y a eu en Syrie, qui a touché la zone d'Idlib aussi et qui a touché tout le nord de la Syrie et également la Turquie. Là, on en a un petit peu entendu parler, mais c'était surtout des histoires d'acheminement ou de non-acheminement de l'aide humanitaire, parce que je rappelle qu'à l'époque, la zone contrôlée par Jolani, enfin donc le nouveau chef de la Syrie, était une zone qui était aidé par les humanitaires, alors que la Syrie de Bachar el-Assad n'avait pas le droit d'avoir, parce que on estimait que Bachar détournait l'aide, comme si le groupe HTS ne détournait pas l'aide lui-même. Voilà, donc il y avait, mais ça Benjamin pourrait peut-être nous en parler un peu plus, il y avait une sorte de discrimination, c'est-à-dire qu'on estimait que la zone d'Idlib, c'était la zone de l'opposition. En réalité, il s'agissait d'un petit émirat fait autour de la personne de Jolani, mais qui accueillait et qui entretenait des groupes, des liens particuliers avec toute une mosaïque de groupes plus ou moins dangereux, puisqu'il y avait même parmi eux qui s'appelle toujours Ouras al-Din, qui a des connexions directes avec Al-Qaïda. Vous aviez le groupe d'Omar Homsen, qui est un djihadiste niçois connu, qui est français, et il y avait un groupe de francophones. Vous aviez les Ouïghours, vous aviez les Ouzbeks, vous aviez toute une galaxie du djihad. Pas Daesh, mais si vous voulez, à peu près tout le reste était là-bas. Donc voilà. Et aujourd'hui, évidemment, tout ça a pu se répandre un peu partout en Syrie. Voilà. Et alors, parmi ceux qui ont principalement pris les rênes, justement, vous avez parlé du groupe HTS, donc Hayat Tahrir al-Sham, et de son chef Jolani. C'est quoi leur idéologie? C'est qui ces gens? Écoutez, ce qui est intéressant, c'est que Jolani, moi, j'ai écrit un livre sur Daesh il y a quelques années, et à l'époque où le califat était encore très puissant, ce qui est très intéressant, c'est que j'en ai relu quelques pages ce matin, je me rendais compte que en fait Jolani était l'émissaire de Baghdadi pour véritablement, parce que vous savez, on en entend parler depuis quelques jours comme ça, j'entendais hier sur France Info dire il a eu des liens avec Al-Qaïda, mais s'en est éloigné. C'est vrai qu'il s'en est éloigné, mais à la base Jolani, c'est on va dire le rejeton d'une famille de Damas aisée qui après le 11 septembre va se transformer, va se radicaliser. Mais après le 11 septembre, il va aller combattre en Irak. Il va combattre pendant de 2003 à 2011. Donc c'est probablement quelqu'un, et il combat pas avec n'importe quel groupe irakien, il combat avec Al-Qaïda en Irak sous la gouvernance, l'autorité de Abu Musab al-Zarqawi, qui est le terroriste numéro 1 à l'époque, qui double Ben Laden en termes d'atrocités, etc. Et Jolani fait partie de ce groupe. Et Al-Qaïda en Irak va être l'ancêtre de Daesh. Et au moment où Daesh est créé, en fait en prison sous supervision américaine, autour d'Abou Bakr al-Baghdadi, Jolani est là, il est au fondement, et Baghdadi lui donne pour mission d'aller conquérir le Cham, donc le Levant, au nom de l'État islamique. Lui va créer son propre groupe qui va s'appeler le Front al-Nusra, vous savez, devenu célèbre avec Laurent Fabius, qui disait qu'il faisait du bon boulot. Et effectivement, il faisait du bon boulot. Ils ont conquis cette ville de Raqqa, utilisant les rivalités entre groupes, profitant des histoires familiales, des histoires de clans, un plan très très élaboré. Mais quand al-Baghdadi a voulu unifier tout ça et a voulu faire rentrer le Front al-Nusra dans l'autorité de Daesh, Jolani s'est révolté, a fait scission. Essentiellement, et ça c'est une chose qu'on peut pas lui reprocher, il a une vision
très syrienne des choses. Il y avait très peu de combattants étrangers chez lui, par exemple. Il préférait axer sur une forme de djihad national, un peu à la manière de ce qu'on voit aujourd'hui avec les talibans en Afghanistan. Je pense que son projet, c'est plutôt autour de ça, avec la question des Kurdes qui est un peu à part, mais si vous voulez, pour la Syrie, ce que Jolani veut faire, c'est une sorte de pays où la charia serait exercée, mais avec une vision nationale. Voilà. Alors pour comprendre un peu les enjeux de la chute justement et voir les différents acteurs, on peut dire un mot peut-être d'Israël, puisque Benjamin Netanyahou a salué un jour historique comme de nombreux chefs d'État. Il a salué l'affaiblissement de l'axe du mal iranien bien connu qui relie Téhéran à Damas et au Hezbollah libanais. Et dans la journée, des bombardements ont commencé du côté israélien. Ils ont même, pour la première fois depuis de longues années, pénétré avec des chars sur le sol syrien. Comment ça s'explique cette implication de Israël sur le théâtre syrien? Alors déjà, Benjamin Netanyahou a dit que l'accord, le cessez-le-feu était caduc, donc il n'était plus tenu avec la chute du régime syrien. Ensuite, les bombardements contre des bases militaires, contre les systèmes antiaériens sont compréhensibles pour des raisons évidentes. Les bombardements contre les différents sièges des différents services de sécurité est plus étonnant. Est-ce qu'il craignait que certains papiers tombent entre les mains des nouvelles autorités? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aurait eu des liens non avoués entre l'ancien régime et Israël? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très étonnant. Mais ces bombardements ne sont pas surprenants parce que moi, je me souviens pendant la guerre, quand en Syrie, l'aviation israélienne était appelée par les gens, par les habitants, l'aviation de Daesh. Hein, donc, ils bombardaient systématiquement les positions de l'armée syrienne. Donc, c'est pas très étonnant. Je pense qu'Israël a eu l'air surpris, mais comme tout le monde, la rapidité de l'effondrement du gouvernement syrien. Mais maintenant, ils en profitent. Et oui, dans le sud, on a l'impression qu'ils vont essayer de créer une zone, de conquérir, en fait, d'annexer une zone au large de ce qu'ils occupent déjà dans la province de Kounetras, ce qu'appelle le Golan. Certains parlent de projet de Grand Israël. Ça, c'est quelque chose qui pourrait effectivement exister. Une annexion peut-être d'une partie du territoire syrien par l'État hébreu. On ne peut pas dire que ça n'existe pas, des annexions de territoire par Israël, que ce soit en Syrie ou ailleurs. Hein. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, Israël a annexé unilatéralement le plateau du Golan, qui était jusqu'alors occupé avec un cessez-le-feu. Mais je voudrais revenir simplement sur Idlib quand même en quelques mots, parce que je crois que c'est ce que décrivait Régis Le Sommier, c'est en quelque sorte l'échec d'une stratégie qui a voulu reconquérir des territoires, mais sans vraiment reconquérir les gens, les esprits, etc. En se disant on les met tous à Idlib et le problème va être réglé. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, ça s'accumulait. Et que, en fait, on a amassé des anciens combattants, mais qui restaient des combattants potentiels. Et c'était une situation explosive sur le long terme. Donc je pense que la Russie et la Syrie ont payé en quelque sorte leur stratégie de reconquête territoriale, mais sans vraiment faire le travail sur la population. Et nous, on le voyait bien sur le terrain, même les gens qui avaient soutenu le gouvernement pendant toutes les années de guerre, etc., étaient désespérés, n'en voulaient plus, ne souhaitaient pas se battre pour défendre quelque chose qui ne les satisfaisait pas. Oui, bien sûr. Et je voudrais peut-être insister aussi sur les prisons, puisque vous m'aviez invité à cette antenne il y a quelques mois pour parler des djihadistes, des terroristes français que nous laissions là-bas, et que c'était notamment à droite, c'est un grand mantra, il faut à tout prix laisser les ressortissants français en prison ailleurs qu'en France, et j'avais alerté sur le risque que cela faisait courir, que ces gens restent bien en prison. Nous y sommes. On voit que dans toutes les villes tenues par le gouvernement syrien, les prisons sont ouvertes et il est possible, sûrement, il y a des prisonniers politiques, il y a des malfrats, mais il est bien possible qu'il y ait aussi des terroristes, des djihadistes et peut-être même des étrangers. Et il est à craindre également que ceux qui sont détenus dans les zones kurdes, tenues par les forces démocratiques syriennes au nord-est,
quand on va voir, j'espère que ces prisons ne seront pas ouvertes également. Ouais, À voir. parce que là-dessus, Régis Le Sommier, est-ce que vous craignez justement que toutes ces personnes qui étaient amassées dans la région d'Idlib puissent partir vers l'Europe peut-être et qu'il y ait une réémergence de l'insécurité qu'on a pu connaître avec les années 2015 ? Je crois que tout est possible. Un petit peu, on va dire qu'hier, pour se donner bonne conscience, les Américains ont bombardé des cibles de Daesh qui avaient toujours une présence déjà. Daesh, le historique, dans ce qu'on appelle la Badia Shamia, on va dire entre la Sourna, Palmyre jusqu'à Deir ez-Zor. Il y a toujours eu une présence latente de Daesh qui, quand il a pu se reconstituer, gagner des forces, à chaque fois, va envahir Palmyre, par exemple. Là, c'est possible que ça se produise. Et hier, il y a eu une trentaine de frappes américaines sur ces objectifs pour dire, regardez, attention, on a Daesh à l'œil. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une résurgence de Daesh derrière. Vous savez, c'est quand on relit l'histoire syrienne, c'était exactement la même chose à l'époque de Raqqa, à l'époque de la mise en place de l'État islamique, le recul de l'État islamique. Vous aviez des rivalités entre groupes, il y a eu des affrontements terribles entre ces groupes. L'ennemi principal était le gouvernement syrien, mais entre eux, ils n'étaient pas d'accord. Vous aviez en particulier dans la Ghouta un groupe ultra puissant qui s'appelait Jaish al-Islam, qui était dirigé par un personnage qui s'appelait Alouche, qui à une époque avait atteint une puissance, je dirais dans les années 2013-2014, jusqu'à menacer l'État syrien, alors que c'était juste à côté en plus. Donc vous avez eu des moments comme ça dans le conflit, et aujourd'hui on retrouve tous ces groupes et on nous dit ils sont derrière Jolani qui contrôle tout ça. Mais la réalité, elle est pas du tout comme ça. Vous avez en plus les groupes affiliés aux Turkmènes, ou en tout cas avec Ankara comme parrain, qui sont des groupes distincts de ces djihadistes syriens, et dont l'objectif me semble ne pas être tout à fait de créer une Syrie ou d'envahir la Syrie, mais plutôt d'attaquer les Kurdes. D'ailleurs, il y a des combats terribles à Minbij, par exemple, et là, on parle même d'une offensive sur Kobané. Donc, si les Turcs et leurs alliés djihadistes ou non djihadistes, parce que dans ces groupes, vous avez aussi l'armée syrienne libre, qui est sous la coupe d'Ankara totalement, en fait, l'opération pour Erdogan, elle est double. C'est d'une part de créer des terres pour expulser les 3 ou 4 millions de Syriens qu'il a sur son sol, et l'autre objectif, c'est de défaire les Kurdes, qui, on le sait, sont des bons combattants, ont l'armée américaine, on va dire, stationnée sur leur territoire, et si ça se produit, pour revenir à faire le lien avec l'affaire des prisonniers, ça s'est déjà produit que quand les Kurdes ont été attaqués, ils consacrent beaucoup plus de ressources au combat, et que les prisons sont moins surveillées. Et il y a déjà eu des évasions, et notamment le fameux camp de Al-Hol, dans lequel une grosse partie des djihadistes de Daesh sont incarcérés. Il est possible que ces gens se retrouvent dans la nature, ou que si les Kurdes sont défaits par cette coalition djihado-turque, on va dire, que on retrouve ces gens dans la nature, avec la menace qui pourrait à ce moment-là faire peser sur l'Europe et sur la France en particulier. Donc entre les djihadistes d'un côté, la résurgence probable de l'État islamique, et puis évidemment, on l'a compris, l'offensive des Turcs aussi contre les Kurdes, est-ce qu'on pourrait voir demain, avec cette chute de la Syrie, la disparition du pays comme nation, et la voir éclater peut-être en différentes zones dirigées par différents groupes ? En tout cas, c'est pas ce que nous avons vu tout de suite, puisque avant la chute de Damas, je voyais il y avait des supputations comme quoi peut-être il y aurait la côte qui resterait aux mains des Alaouites et des chrétiens, etc. Ça n'a pas été du tout le cas. La révolution a gagné tout le pays. D'ailleurs, il a noté que Damas n'est pas tombé par l'arrivée de HTS, d'Ayat Tahrir el-Sham, qui serait arrivé par le nord et aurait submergé les défenses de Damas. Pas du tout. Damas est tombé par une révolution interne. Samedi, dès le matin, Damas était en révolution. Moi, j'avais mes collègues au téléphone toute la journée. Et en fait, la population a commencé par déboulonner les statues, etc. Et ensuite, les premiers qui sont entrés dans Damas, ce sont les rebelles du Sud, donc qui, je crois, n'étaient pas affiliés à Ayat Tahrir el-Sham, qui étaient eux-mêmes
ça s'était passé un petit peu différemment dans le sud, puisqu'il y avait eu un accord de désescalade sous l'égide de la Russie entre la rébellion et le gouvernement syrien, et donc ces gens avaient rendu leurs armes lourdes, mais ils avaient le droit de conserver quelques armes, etc. Et donc ils étaient restés, eux, ils n'étaient pas tous... pour la plupart, ils étaient restés, ils n'étaient pas partis à Idlib. Et donc, ils se sont soulevés de nouveau, ils ont pris les armes. Et ce sont eux qui ont marché sur Damas et qui sont rentrés à Damas en premier. Et alors, donc, peut-être qu'ils sont aussi djihadistes, qu'on peut les qualifier de djihadistes, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont vécu pendant 6 ans, plus ou moins, en bonne intelligence avec le gouvernement syrien. Et dans le sud, ça se passait pas bien, mais ça se passait pas mal non plus, c'était pas la charia non plus. Donc on va voir ce qui va se passer, mais pour l'instant, on va dire que tout le monde reconnaît plus ou moins l'autorité semble reconnaître l'autorité de Jolani. Et en tout cas, ce que l'on voit actuellement, c'est pas forcément un processus d'éclatement. Au contraire, on a plutôt l'impression que c'est en train de se simplifier par rapport à l'éclatement qu'il y avait avant. Et il convient également de noter que la situation n'est pas tout à fait la même à Alep, donc qui avait été prise une semaine plus tôt, où vraiment tous les témoignages que j'ai me disent que l'ordre règne. Pour l'instant, il n'y a plus de pillage, ça se passe assez bien, les nouvelles autorités sont aimables, ça se passe convenablement, tandis qu'à Damas, pour l'instant, il n'y a pas encore de nouvelles autorités, c'est le chaos. Pour l'instant, c'est toujours l'ancien gouvernement qui est chargé des affaires courantes. La révolution, la rébellion l'a maintenu en place. Donc, on voit des choses assez cocasses. Le ministre de la Justice qui, il y a encore 2 jours, tenait des propos lunaires, comme quoi tout était sous contrôle et que l'armée allait reconquérir tout ça en 3 coups de cuillère à peau, mais qui aujourd'hui sert le nouveau pouvoir. Mais ce nouveau pouvoir dans les rues, il n'est pas manifesté concrètement et c'est le chaos. Ça tire en l'air dans tous les sens. Alors ça peut paraître anecdotique que de tirer en l'air, mais en fait c'est très dangereux parce que les balles, c'est la gravité, elles montent, mais après elles redescendent. Elles redescendent. Et moi je vois par exemple dans notre voiture a eu le pare-brise cassé. C'était pas du vandalisme, c'était une balle qui est retombée. Et même les maisons d'Amassen sont avec des grandes cours intérieures. Et c'est vrai que nous on a demandé à nos collègues de pas rester dans la cour parce que on sait jamais, ça serait quand même dommage d'être tué par une balle qui redescend, qui a été tirée en l'air. Ah bah oui. Alors sur ce nouveau pouvoir, justement, Régis Le Sommier, aujourd'hui on a l'impression qu'il y a 2 options pour la Syrie. Soit certains disent des élections démocratiques, est-ce que ça peut aboutir? Soit évidemment l'installation d'un califat, peut-être en Syrie d'abord, puis en Irak aussi. C'était le projet de l'État islamique initial. Alors, plein d'autres solutions aussi. Alors, peut-être qu'il y a d'autres solutions que Benjamin pourra nous dire après. Non, moi je sais pas, j'écoutais le discours de Jolani hier, qui est allé faire son retour à Damas, puisque dans la mosquée des Omeyyades, pour le moment c'est assez difficile de dire, il parle d'unité, il parle de... Voilà, il est de remercier Dieu, que voilà, lui, depuis 20 ans, n'était jamais revenu à... Enfin, il n'y a pas vraiment de programme, j'ai pas vu de programme encore, c'est ce qu'il sait, encore que tout du long de l'itinéraire, notamment des rebelles depuis Idlib jusqu'à Damas, Jolani est communiqué beaucoup, notamment en donnant une interview à la chaîne CNN, où il a fait montre de tolérance, d'inclusivité, on va dire. Mais vous savez, moi, je suis toujours méfiant. Le djihadisme inclusif. Voilà, avec parce qu'on avait vu en août 2021, on s'était un peu emballé avec les talibans inclusifs. On disait oui, ils vont peut-être mettre quelqu'un de l'opposition dans leur nouveau gouvernement. Alors les talibans, moi, je connais très bien. Ils étaient, parce que j'avais fait un documentaire, je venais de terminer un documentaire quand ils sont revenus au pouvoir, et j'étais avec ceux qui ont conquis Kaboul. Et c'était intéressant parce que d'abord ils étaient aussi comme HTS extrêmement bien organisés, obéissant à des chefs, notamment pour au départ ne pas conquérir les villes, et ensuite au moment où l'ordre a été donné, foncer sur ces villes et les prendre. Ils avaient des techniques militaires vraiment très très élaborées, mais surtout ce qui était très intéressant, c'est qu'au début des talibans, ils ont commencé par mettre des commandants dans Kaboul ayant une certaine degré, une certaine forme d'éducation. Certains avaient fait des études ou venant
venant des provinces, on va dire, les plus comme Wardak, par exemple. Il y a beaucoup de gens de Wardak qui sont devenus chefs de la police du 17e district de Kaboul, par exemple, ou voilà, et qui sont des gens plutôt avec une orientation éclairée, on va dire, en refusant l'accès à Kaboul, à tout ce qui est religieux, fondamentaliste, qui sont plutôt à Kandahar là-bas. Et si vous voulez, cette opération de communication a permis que les gens de Kaboul, qui avaient vécu 20 ans sous occupation américaine, qui avaient profité et qui avaient été connectés avec le monde, ne soient pas en disgrâce vis-à-vis d'une idéologie talibane qui, elle, venait des provinces, venait du fond des campagnes, vous voyez. Et donc là, on a un peu les mêmes artifices, c'est-à-dire donc cette inclusivité, le fait de dire, voilà, on a nos principes, mais on laissera les gens qui sont différents tolérer, Alep, ce message aux chrétiens, cette ville est à vous, etc., etc. Voilà, moi je demande à voir, mais il y a quand même ce précédent, c'est pas le seul précédent d'ailleurs, hein. Quand vous regardez au moment de la chute, enfin à chaque fois qu'il y a la chute d'un dictateur ou d'un autocrate, quand on a vu la chute du Shah en Iran, on a vu en Roménie un grand zélateur de la démocratie, une forme de résurrection, et puis on a eu le régime des mollahs. Quand Saddam Hussein a été défait, déchu, on s'est emballé, ça y est, ça allait être l'Irak nouveau. Souvenez-vous, hein, c'était pas si vieux que ça. Mais on a tendance souvent à oublier. Et puis on a eu Daesh, quoi, qui pour moi est pour partie la vengeance de Saddam. Donc à chaque fois on s'emballe. Et la Libye. Et sans parler de la Libye, où là c'est le chaos. Et précisément, c'est intéressant que vous en parliez, Benjamin, puisque le scénario à la libyenne est aussi une des pistes esquissées. Alors, dites oui, en effet, pour le moment l'unité tient, mais bon, par exemple avec les Kurdes, ça va pas tenir, ça ne tiendra pas avec les Kurdes. Donc déjà le Nord-Est. Ensuite, est-ce que tous ces groupes vont réussir à s'harmoniser une fois dépassé cette phase de transition? En effet, le Premier ministre est en charge pour le moment de faire cette connexion avec les rebelles et de garder les autorités, l'administration, de façon à ce que ce soit pas le chaos dans le pays. Ça, c'est à mon avis plutôt les parrains extérieurs, la Turquie, le Qatar et même la Russie, mais la Russie négocie plutôt l'avenir de ses bases à Armémine et à Tartous. Mais si vous voulez, il y a quand même les parrains extérieurs sont là pour faire en sorte que le chaos ne s'installe pas partout. Maintenant, vu le pédigré des gens qui ont été à Idlib, et vu leur historique entre eux aussi, l'harmonie, est-ce que Jolani va réussir à tenir ces groupes comme il arrivait à les tenir quand ils étaient dans cette région d'Idlib? Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'identité du futur Premier ministre qui, alors d'après ce qui se dit, ça serait Riyad Hijab qui serait nommé le nouveau Premier ministre. Alors, qui est-il? Alors en fait, c'est un ancien Premier ministre du gouvernement de Bachar el-Assad qui avait été assez éphémère au début de la guerre civile en 2012 et qui avait fait défection en fait au bout d'un mois, il était parti. Donc à voir si c'est confirmé, mais si c'est lui qui est Premier ministre, ça serait assez étonnant. Je pense que pas grand monde n'aurait parié sur une nomination de Monsieur Hijab par Jolani comme Premier ministre. Mais ça va dans le sens, c'est peut-être la posture gaullienne de Jolani, c'est-à-dire de continuer l'État et de nommer des préfets comme y compris certains venant du gouvernement de Vichy, enfin en tout cas de garder l'administration pour que le pays continue à fonctionner. Parce qu'il y a toute la question, Benjamin esquissait l'état de décrépitude de l'État syrien, mais c'est essentiellement dû aux sanctions qui ont été appliquées sur la Syrie. Il y a aussi la corruption, il y a aussi plein de choses, mais il y avait quand même le fait que le gouvernement payait ou on continuait à payer les pensions, en tout cas que il y avait une forme d'autorité, une forme de bureaucratie, y compris sur les zones kurdes où les profs recevaient de l'argent de Damas, peut-être pas de façon régulière, mais est-ce que à mon avis, ça c'est aussi quand on a quasiment rien, si on a un petit pécule et qui disparaît, ça peut être aussi encore aggraver le chaos à mon sens. Alors Benjamin Blanchard, justement pour vous, le califat dont on parlait tout à l'heure avec Régis Le Sommier, c'est pas une fatalité? Vous dites qu'il y a
potentiellement d'autres issues au-delà du fait que c'est vrai, c'est incroyable, un membre du gouvernement de Bachar el-Assad semblerait être maintenu, être de retour en tout cas à la tête du gouvernement. Oui, il y a aussi un autre aspect, c'est les parrains internationaux. Nous savons que Jolani et HTS avaient quand même un soutien plus ou moins direct de la Turquie. Nous avons vu que pendant les derniers jours du régime précédent, la Turquie, la Russie et l'Iran étaient en discussion au Qatar, etc. Nous ne savons pas exactement ce qui s'y est dit. Il n'y a pas eu, je crois, de communiqué final. Non. Mais je n'imagine pas que la Turquie souhaiterait ou laisserait installer un califat islamique à ses portes. Il partage plus de 900 km de frontières avec la Syrie. On voit bien que la Turquie a envie de s'étendre, de créer une sorte d'État vassal pour pouvoir notamment y renvoyer les réfugiés qui étaient sur son sol. C'est en cours d'ailleurs, hein, j'ai vu des files de voitures arriver à Alep, etc. Les gens rentrent chez eux, mais je ne crois pas qu'ils souhaitent l'établissement d'un califat islamique, parce que déjà pour une conséquence très simple, c'est que ça reprovoquerait la même chose, un exode d'une partie de la population syrienne en Turquie. Si émigration il y a, ça ira d'abord vers la Turquie. Et visiblement, ce n'est pas tout à fait ce que souhaite la population turque. Et Erdogan, il a vu que le couperet passait pas très loin la dernière fois aux dernières élections. Donc peut-être qu'il ne souhaite pas refaire la même chose. Bon, on va finir là-dessus. Merci pour vos éclairages respectifs. Merci Benjamin Blanchard, merci Régis Le Sommier. Et à très bientôt, parce qu'on va continuer de suivre avec vous tout ce qui se passe en Syrie et au Moyen-Orient. Merci encore.